Donc bonjour à tous. Merci d'être présents parmi nous, avec nous, pour parler des classes difficiles. Donc on est sur un atelier où on va tenter de mutualiser les pratiques et de réfléchir ensemble. Alors du coup, on va développer ça en 5 parties. Donc d'abord une introduction. On va revenir sur l'institution, les textes. Ensuite, on travaillera sur des cas pratiques. Enfin, vous travaillerez sur des cas pratiques. On vous transmettra quelques-unes de nos astuces qui fonctionnent plus ou moins bien. Et on passera à la partie des questions. Voilà. C'est toi ou c'est moi ? C'est moi ? Donc, ce que l'on cherche à réaliser dans nos classes, donc augmenter le bien-être et la réussite scolaire, puisque un élève serein va mieux apprendre. Améliorer le climat de classe, c'est ce qu'on essaie tous de faire. Réduire les conflits et puis engager une coopération parmi nos élèves. Et ne pas se sentir coupable et responsable de tout. C'est-à-dire qu'être capable de prendre du recul, sortir du cercle vicieux dans lequel parfois on se retrouve coincé face à des situations qui nous dépassent. Très souvent, il faut le dire. Alors moi, je voulais prendre un temps pour parler par rapport à nous, enseignants dans la classe. Parce que c'est compliqué aussi quand la classe ne fonctionne pas. On prend sur soi, on pense être coupable, que c'est nous qui ne gérions pas la classe. Bon, moi, c'est ce qui m'est arrivé cette année. Et du coup, j'avais l'impression de ne plus être une enseignante compétente, puisqu'en plus, le CM2 d'en face fonctionnait. Donc, je me suis totalement remise en question. Et tant que je ne me suis pas déculpabilisée, que je me suis dit, Marina, ce n'est pas de ta faute. C'est pas grave si tes élèves ne sont pas tous là à t'aimer. Tu es là pour transmettre quelque chose, des apprentissages. Et à partir du moment où j'ai pris un petit peu ce recul-là, je me sentais quand même mieux. Parce qu'au départ, je prenais tout pour moi. Mon ego aussi, ça me faisait mal de me dire tes élèves t'aiment pas, y a un truc que tu as fait qui n'allait pas. Et du coup, j'avais beaucoup de mal à aller en classe. Et toutes les réflexions qu'ils faisaient, tout ce qu'ils disaient, à chaque fois, je le prenais pour moi. Et c'était hyper compliqué. Du coup, ça rejoint avec parler de ce qui nous arrive, parce que c'est souvent tabou quand on n'y arrive pas dans nos classes. Alors déjà, dans nos classes, on est tout seul, bien qu'on soit dans des équipes éducatives, dans des équipes pédagogiques. Et en fait, dans ta classe, tu es tout seul. Tu es tout seul avec tes élèves. Et quand tu t'en sors pas, c'est difficile d'aller dans ton couloir, d'aller ouvrir la porte, d'aller dans la salle des maîtres et te dire j'y arrive pas. Parce que c'est la société qui fait que dire j'y arrive pas, c'est avouer sa faiblesse, c'est avouer ses échecs, et ça, c'est difficile à faire. Donc, c'est une démarche qui n'est pas simple. Et pourtant, ça peut des fois être salvateur. Je sais pas ce que j'ai fait. Et là, ça rejoint un petit peu ce que je disais, donc vraiment prendre du recul sur ce qui se passe en classe, se mettre de côté et ne pas s'inclure dans le fait que ça ne fonctionne pas, ne pas se dire c'est de ma faute. Chercher d'où ça vient et aller chercher de l'aide auprès de vos collègues. Ne pas rester tout seul. C'est pas grave si vous dites que vous n'y arrivez pas. C'est pas grave si cette année-là, vous ne tenez pas votre classe. Les années d'avant, vous y êtes arrivé. Donc, ça ne vient pas forcément de vous. Après, ça peut être aussi la façon d'enseigner. Parce que du coup, moi, par exemple, j'ai remis en cause le flexible. J'ai arrêté. Je me suis dit, cette cohorte-là, c'est pas fait pour eux. Donc, j'ai arrêté. J'ai forcé longtemps et jusqu'à que je me prenne bien le mur. Et après, je me suis dit, bon, je crois que tu vas arrêter. Et je me suis remise dans un enseignement un peu traditionnel, en fait, table, chaise. Compliqué pour moi d'enseigner comme ça, mais c'est là que j'ai retrouvé un petit peu une certaine sérénité en classe. J'ai fait la même chose cette année, malheureusement. Alors, sur l'institution... Non, c'est bon. Alors, donc là, on va vous faire un petit topo de tout ce qui peut exister, qui n'existe pas forcément, par contre, partout. Donc, on va vous parler aussi de choses qui existent chez nous, mais chez vous, il y a peut-être des choses qui sont similaires ou en tout cas des dispositifs qui vont être équivalents. Donc, la réussite éducative, c'est un dispositif qui va être mis en place souvent par les communes. Alors, ça arrive que ce soit dans des quartiers REP, dans des quartiers QPV, quartiers politiques de la ville, et pas forcément dans certaines communes qui sont plutôt aisées. Moi, cette année, j'en avais pas dans l'école où j'étais cette année. Par contre, en REP, j'en avais. Et la réussite éducative va pouvoir venir en aide aux enseignants. Et on peut avoir un accompagnement supplémentaire, même des personnes qui viennent aider les familles à la maison. Et tout ça, en fait, il ne faut pas hésiter à le solliciter, parce que tout seul, on n'y arrivera pas. Mais avec tout ce maillage dont on vous parle, on a des chances de pouvoir vraiment faire bouger les lignes. Je rajoute juste pour la réussite éducative, ils peuvent proposer
pour les enfants, du théâtre, des activités extrascolaires quand les familles ne le peuvent pas, vous orienter vers des psychologues pour les enfants de ces familles-là, ou proposer même des ateliers de langue pour les parents, les accompagner aux équipes éducatives. Ça peut être aussi des traducteurs aux équipes éducatives. Voilà, ils ont vraiment tout un champ de compétences très intéressant quand c'est compliqué. Oui, c'est vrai, il y a le classe, par exemple, c'est vrai que tu as raison, le classe théâtre, etc., c'est pas mal. Alors après, la cellule pair, je sais que ça existe dans le 91. Donc la cellule pair, en fait, c'est une cellule de personnes compétentes. Donc il y a des conseillères pédagogiques départementales, il y a la psychologue de l'éducation nationale. Et en fait, c'est une équipe à laquelle vous pouvez faire appel. Alors pas vous directement, vous passez par le directeur qui passe par l'IEN, il faut faire un dossier et on les contacte à partir du moment où on a tout fait à l'école, on a tout essayé, PPRE, équipe éducative, mise en place de protocoles, etc. et on n'y arrive pas. Et on les contacte et en fait l'équipe se déplace à l'école, vient observer l'enfant et va vous aider, va vous donner des pistes pour améliorer le comportement de l'élève en question, du groupe classe. Voilà, mais c'est des situations extrêmes et elles se déplacent quand c'est vraiment très très compliqué. Elles sont difficiles à avoir, mais il faut pas hésiter. Et alors des fois les inspecteurs ne les aiment pas beaucoup parce qu'en fait elles écrivent tout. C'est-à-dire que des fois on a des inspecteurs qui ne prennent pas forcément tout en compte. Et là, elles écrivent tout noir sur blanc par mail et elles envoient. Donc tout est écrit. Quand ça se passe mal à l'école et qu'on ne vous aide pas, ils passent par l'écrit. Alors on n'y pense pas toujours parce qu'on est démunis en classe, mais nos premiers partenaires et nos co-partenaires, on est dans la co-éducation, ce sont les parents. Donc ne vraiment pas hésiter à les solliciter parce que parfois en fait on se dit non mais c'est pas possible, ils viendront pas ou des choses comme ça, mais finalement certains parents n'ont pas les codes de l'école, certains parents ne sont pas allés eux-mêmes à l'école, certains parents ont une certaine crainte de venir à l'école. Vous avez des fois des parents que vous voyez très loin au portail et vous vous dites ils s'en fichent. En fait, ils s'en fichent pas, c'est qu'ils ont vraiment cette peur de l'institution, cette crainte d'être mal vus, d'être jugés, etc. Et du coup, faire venir les parents dans l'école pour les fédérer avec vous, ça peut être justement, alors ça peut être soit les rendez-vous individuels où vous recevez les parents, mais ça peut être aussi des actions simplement menées avec les parents dans l'école. Vous organisez un petit déjeuner, vous organisez des tombolas, vous organisez des événements fédérateurs où vous faites entrer les parents dans l'école et vous désacralisez l'école. Et là, vous allez peut-être, moi je l'ai vu en tout cas dans la REP, voir des choses venir, voir des parents qui vont s'impliquer, des parents qui vont vous proposer d'eux-mêmes des aides. Ah bah tiens, j'ai récupéré des tabourets, vous les voulez pour votre classe. Enfin, on les voit en fait ouvrir une porte, voilà, vous l'entrebâillez et peut-être qu'eux vont s'en saisir et l'ouvrir plus grand. Vas-y. Les partenaires, il faut qu'on aille un peu plus vite, le chrono me stresse. Oula. Donc dans les partenaires, on n'y pense pas souvent. L'infirmière scolaire, elle peut venir dans vos classes pour mettre en place des ateliers pour vos élèves. Il y a la psychologue scolaire aussi qui peut faire des ateliers sur la communication non violente, etc. Il faut voir avec eux et les mettre en place, faire des projets. Et elle prend des moitiés de classe et elle va faire des ateliers pour travailler sur des objectifs bien précis, enfin les difficultés que vous rencontrez vous dans votre classe. Et il y a les enseignants référents, on n'y pense pas souvent. Nous, on a sur l'Académie de Versailles enseignants référents sur les hauts potentiels, et enseignants référents sur les TSA. Et pareil, elles viennent en classe, elles viennent observer l'élève et elles vous font tout un compte-rendu avec plein de choses à mettre en place dans la classe. Et la psy, c'est pour nous. Parce qu'il y a une psy qui est disponible au téléphone, 24/24, enfin non, j'abuse, mais elle est disponible à la DSDEN. Il ne faut pas hésiter à appeler quand vous êtes au bout et que ça ne va pas. Il faut les appeler, elles sont là, c'est gratuit, il faut en profiter. Au moins un peu parce que tout le monde n'a pas une équipe forcément bienveillante, qui ne juge pas. Si vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un dans l'équipe, vous pouvez aussi appeler et parler. C'est hyper important de parler, de ne pas rester tout seul. Le pôle ressources école inclusive, c'est quelque chose qu'on a, nous, dans le 91. Je ne sais pas si c'est vraiment partout. Mais en tout cas, c'est un pôle c'est un dispositif qui va se composer de directeurs d'école, qui va se composer de conseillers pédagogiques. On a une inspectrice qui va chapeauter ça, ou un inspecteur. Et en fait, c'est des personnes, pareil, qui vont être des ressources, qui vont venir dans les écoles. Moi, j'ai eu cette année à solliciter ce pôle ressources. Elles viennent en fait en aide. Donc, elles viennent pour regarder, mais non pas l'enseignant en train de faire sa séance, mais vraiment les élèves qui sont en train d'interagir, comment ça se passe. Et en fait, elles ont ce regard
avec le recul que nous, on n'a plus parce qu'on a le nez dans le guidon. Et donc, elles voient des choses très intéressantes, ces personnes-là, et elles peuvent vous aider à vous dire, finalement, déjà nous dire, ah, mais ça, c'est bien, en fait, ce que tu fais. Ah, je le voyais plus. Et puis nous dire, en fait, voilà, cet élève, j'ai vu, à ce moment-là, quand tu es passé, par exemple, en collectif, c'est là où tu l'as perdu. Parce que cet élève-là, en fait, le collectif, il ne se sent pas en sécurité. Et c'est des choses qu'en fait, on ne voit pas forcément toujours, nous, parce qu'on est dedans. La maison de quartier, alors je ne sais pas, souvent il y en a ça dans le quartier et ils proposent pareil des ateliers. Alors ça c'est intéressant aussi pour les parents parce que des fois les parents n'ont pas, ils ne parlent pas français donc c'est compliqué de communiquer avec eux. Là il y a des ateliers pour les parents pour apprendre par exemple la langue française. Ça peut être aussi des ateliers de parentalité et il faut les inviter à y aller. La maison de quartier propose aussi de l'aide pour les enfants qui peuvent être compliqués, pour l'aide aux devoirs, etc. Il y a plein de projets qu'on peut mener, nous, en classe, avec les personnes qui se trouvent à la maison de quartier. Et donc les associations, donc là vous pouvez vous rapprocher des communes parce qu'en fait c'est vrai qu'on oublie souvent le pan commune alors que la commune peut travailler main dans la main. Souvent le directeur ou la directrice est au courant de ce qui se fait parce qu'il a des réunions avec la mairie, mais il ne faut pas hésiter à solliciter justement ces personnes-là de direction ou simplement même les mairies pour savoir ce qui se fait. Parce qu'il y a pas mal d'associations qui vont vous proposer de l'aide aux devoirs, du soutien, des associations pour les parents pour leur apprendre à parler français, plein de choses comme ça qu'on ne soupçonne pas toujours. Et il y a vraiment des communes maintenant portées par des cités éducatives qui ont des moyens supplémentaires et on n'est pas toujours au courant de tout ça. Alors moi, ça, c'est en lien avec la cellule père. Donc je vous invite à scanner le QR code. Vous allez tomber sur un Géniali. C'est tout un parcours en fait pour travailler sur les enfants à difficulté d'expression comportementale. Alors ça, c'est un terme qu'on n'utilise pas beaucoup. On parle souvent de troubles du comportement, mais on ne parle pas de troubles du comportement quand on a un enfant dans la classe qui est compliqué, mais qui n'a pas été diagnostiqué ou qui n'a pas un dossier MDPH. Donc quand c'est un enfant qui est diagnostiqué, etc., on parle de troubles du comportement. Si ce n'est pas le cas, on parle de difficultés d'expression comportementale. Et là, vous avez tout un parcours avec de la théorie, de la pratique, des outils qui est mis en place par la cellule père, l'ASH 91 aussi, sur Internet, et que vous pouvez faire librement tout seul à la maison ou pendant les vacances au bord de la mer. Elle vous vend du rêve. Ensuite, vous avez la plateforme Cap École Inclusive. Donc la plateforme Cap École Inclusive, elle est très intéressante et souvent méconnue. Elle permet en fait aux enseignants de venir chercher des ressources, des pistes. Alors il y a des choses qui sont adaptées évidemment, tout n'est pas clé en main. Mais là en fait ce qui est bien c'est qu'on a des grilles d'observables. On a la possibilité d'entrer par des mots-clés. Vous tapez vraiment le mot-clé sur votre élève qui vous pose souci et on va vous faire des propositions. Donc ça a le mérite d'exister, c'est assez complet. Et on vous a mis donc là les étapes. Vous voyez, je compose ma grille d'observation, je réponds aux questions et je découvre les suggestions. Donc vraiment, c'est une aide en plus qui peut vous permettre de dégrossir une situation et de découvrir des choses auxquelles vous ne pensez pas parce que vous êtes encore une fois le nez dedans. Alors, on voulait quand même vous parler de deux choses. La première, c'est le protocole de crise validé en équipe éducative. Quand on a un élève explosif, par exemple, en classe, on doit sortir de la classe, courir après lui dans les couloirs ou le ceinturer parce qu'il est dangereux, etc. Nous, on met en place ce qu'on appelle un protocole de crise où, en fait, chaque enseignant a un rôle. Quel est celui qui va aller surveiller la classe de l'enseignant qui est parti courir derrière l'élève? Qui est celui qui appelle le SAMU parce que des fois, il faut appeler le 15 quand c'est de grosses crises? Qui est celui qui le ceinture? Qui est celui, je sais pas moi, qui est là en observation? Voilà, et avoir tout un protocole pour savoir qui fait quoi au lieu de tous sortir de la classe et on ne sait pas qui agit, qui a fait quelque chose, qui a appelé, qui n'a pas appelé. Et c'est hyper important. Je rajoute aussi prévenir les parents. À quel moment on prévient la famille? Parce qu'il arrive des situations où on est obligé de téléphoner aux parents pour qu'ils viennent chercher l'enfant. Alors c'est des situations extrêmes, mais j'y ai été confrontée plusieurs fois cette année avec un élève en particulier. Et malheureusement, on n'a pas le choix. Mais il faut que ce soit réglementé, il faut que ce soit validé par l'inspection. Et en fait, là, on est dans la sécurité pour tous. Parce que moi, personnellement, cette année, je suis sortie plusieurs fois de ma classe et il a fallu mettre en place ça parce que mes autres élèves restaient tout seuls sinon. Et j'avais un élève qui disparaissait et on pouvait passer 15 à 20 minutes à le chercher dans l'école. L'école était grande. Donc, vous voyez bien qu'il fallait mettre un protocole en place. Et l'emploi du temps de retrait. Donc ça, c'est quand justement, alors avant que la crise démarre,
on peut mettre en place avec son équipe. Alors évidemment, quand vous êtes tout seul dans une école avec 2 personnes, c'est compliqué. Mais dans les équipes en fait assez nombreuses, on met en place l'emploi du temps et on établit. Et l'élève en fait, il le sait que le lundi matin de telle heure à telle heure, si ça ne va pas, si on sent que la crise monte, il sera chez telle personne. Ça peut être dès l'arrivée si on sent que ça ne va pas le faire, si on voit une interaction dans le couloir. Parce que moi j'avais un élève, dès le matin, il ne rentrait pas dans la classe. Donc je savais que ça n'allait pas être correct, donc je savais qu'il fallait qu'il aille délester chez ma collègue, sinon c'était la crise assurée, il allait me retourner la classe, jeter tout ce qu'il pouvait trouver et ça devenait dangereux. Donc ça, voilà, c'est pareil, ça a acté avec l'équipe, ça se fait pas tout seul dans son coin, mais ça peut vraiment être salvateur et Marina en a eu l'usage il y a quelques années. Alors après, ce qui est important sur l'emploi du temps avec retrait, il ne faut pas qu'ils sortent de classe quand c'est la crise. C'est-à-dire que vous avez établi le créneau, vous avez identifié que le matin, quand il arrive, c'est à ce moment-là où il y a souvent les crises. Donc dans l'emploi du temps avec retrait, vous vous mettez d'accord avec l'élève, puisque c'est un contrat avec lui, c'est pas contre lui, pour que lui puisse souffler, la classe puisse souffler, l'enseignant puisse souffler. Sur des temps bien établis, il sort, même s'il va bien. Il sait qu'à ce moment-là, il est hors de la classe. Mais c'est pareil, validé dans l'équipe éducative. Les parents sont mis bien évidemment dans la boucle. Et il sait, à ce moment-là, je sors de classe, pas parce que je suis punie, c'est parce que je vais aller souffler pour éviter ma crise. Et puis, ça fait du bien à tout le monde parce qu'on oublie aussi les autres enfants qui sont dans la classe et qui en pâtissent. Attention aussi de ne pas quand même en abuser non plus. Oui, voilà. Il faut que ce soit à bon escient. Il ne faut pas que ce soit une exclusion du groupe classe. Non. Il faut toujours que les enfants appartiennent à leur groupe classe et ça, c'est important de le rappeler. Alors là, on passe au cas pratique. Oui. Alors là, l'idée, c'est de vous montrer des situations de classe et de vous laisser parler, que vous donniez, vous, des choses que vous auriez faites en classe, dans ces situations-là, si vous avez des idées, si vous avez, voilà, nous, on n'a pas la science infuse. En plus, il y a des choses qu'on fait qui marchent une semaine, qui ne marchent plus la deuxième. Donc, voilà. Donc la première, c'est donc un enfant qui ne montre aucune émotion, qui veut attirer du coup l'attention par tous les moyens, violence, pitrerie en classe, qui cherche les limites et avec qui les relations sociales sont très délicates. Et donc la question, c'est qu'est-ce que vous auriez fait dans cette situation-là, des idées que vous auriez. Allez. Si par exemple, on pourrait partir sur des violences verbales. Un enfant, là, qui ne montre aucune émotion, qui cherche les limites. Qui veut parler? On ne mord pas. Honnêtement, il n'y a aucune mauvaise réponse. Tout le monde a de bonnes idées, tout le monde fait des trucs dans sa classe, mais chacun dans son coin, et c'est bien de partager un petit peu vos idées. En fait, vous êtes beaucoup là, donc du coup, il y a beaucoup de cerveau. Ça peut être top de jouer le jeu. Ah. Non? Si? Ah, merci. Merci. Alors c'est rigolo parce que c'est un élève que j'ai eu cette année. Donc on a travaillé sur les émotions et on a travaillé sur le moyen de gérer la communication entre pairs avec notamment le message clair, des activités coopératives, tout ça mené de pair pour arriver à endiguer ça. Voilà. Et pour travailler les émotions, tu as utilisé quoi comme outil, ou peut-être comme guide? Lily, l'appli Lily qui est présente sur le KED. Et après, sur les émotions, c'était mon thème de cette année, je travaillais par thème. Okay. Donc tout était axé dessus. Voilà. Merci. Quelqu'un d'autre? Pas tous en même temps. Hein. On peut vous ramener le micro. Hein. Oui. Non? Je rejoins exactement ce que la collègue elle a dit. Et moi, j'avais la chance d'avoir une maîtresse G dans mon école qui a mis des ateliers philo et des ateliers empathie. J'ai multiplié les séances de MC pour essayer de faire travailler cet élève-là sur ses difficultés. Et on a utilisé des jeux comme Feelings, qui sont des jeux justement pour travailler l'empathie et se mettre à la place de l'autre. On va dire qu'au 4 juillet, on avait progressé. C'est bien. C'était déjà ça. Feelings, je ne connais pas. C'est plein de jeux sur les compétences psychosociales. Il en existe plein et justement, c'est le but du jeu, c'est de se mettre à la place de l'autre, de donner son émotion et de dire dans telle situation, qu'est-ce que toi tu pourrais ressentir, et chacun met son émotion sur la table avec un plateau de jeu et du coup on découvre les émotions que les autres pourraient ressentir et qui ne sont pas celles que nous on avait au départ. Même moi, des fois, je me suis retrouvée confrontée à des élèves qui mettaient cette émotion, je me disais ah oui, j'avais pas pensé. Ok. Par exemple, situation bête et donc feeling, c'est top, c'est franchement pour travailler l'empathie. Ok, on note feelings. Totem,
travailler justement tout ce qui est se mettre dans des situations avec l'empathie de l'autre et savoir ce que l'autre va pouvoir vivre et pouvoir ressentir. Ok, merci. On va peut-être passer à la suivante. Non, il y a encore une Je partie. voulais juste un tout petit peu développer, parce que Feelings, je l'ai aussi utilisé dans ma classe, et j'avais un élève cette année qui faisait peur aux autres, tellement à chaque fois il partait en crise. Et en jouant au jeu, ça va être un exemple de situation, ton goûter a disparu dans ton sac, comment réagis-tu? Et tous les autres enfants disaient ah bah Cameron, c'est colère. Et au bout d'un moment, Cameron s'est dit mais non, je suis triste là en fait. Et ça lui a permis de se rendre compte que en fait tout le monde pense qu'il est en colère parce qu'il réagissait très fort. C'est tout. C'est hyper intéressant. Merci. On va lui donner le micro. Ça serait aussi une autre approche, c'est celle d'ignorer totalement quand des fois il cherche la provocation, et par contre avoir bien ça dans la tête qu'il a besoin d'attention, et donc le montrer beaucoup d'attention à d'autres moments où il ne cherche pas. Voilà. C'est vrai. On passe à la situation numéro 2. Également, du coup, responsabiliser généralement les autres élèves. Quand c'est vraiment un élève isolé dans la classe, du coup, c'est les responsabiliser en leur disant on va aider cet élève, il a besoin de plus d'attention. En fait, comment on peut l'aider à grandir, à s'épanouir au-delà de ça. Oui, en effet, merci beaucoup. On va passer à la suite, non pas qu'on n'ait pas envie, mais il nous reste 8 minutes. On passe à la suite, peut-être ? Comme tu veux. Tu veux la 3e, peut-être ? Celle-là ? Non, elle est longue, celle-là. Elle était intéressante. On peut faire celle-là, mais il faut qu'on fasse vite. C'est pas beaucoup, 30 minutes. Non, mais on peut dépasser un petit peu parce il a dépassé un petit peu avant. Merci. Donc c'est bon, on a une négo. Allez, J'ai négocié avec le patron. Vas-y, tu lis. Alors cette année, j'avais des CM1, CM2 et les garçons étaient obsédés par le sexe. Dès septembre, j'entendais des insinuations ou des blagues. Ils parlaient de vidéos vues sur YouTube. Ils sont plusieurs à être tombés amoureux d'une élève de la classe, sauf que cette petite fille, vivant des choses difficiles à la maison, était en recherche d'attention et a régulièrement changé d'amoureux. Les garçons ont été très méchants avec elle, ils lui ont donné des surnoms grossiers, ont prétendu être allés plus loin avec elle. Avec elle, sans laisse. Et ce sont des vraies situations, du coup, qu'on m'a envoyées hier. Oui. Du coup, des propositions peut-être. Elle est ardue cette situation. Parce qu'il y a 2 axes en plus. Il y a le côté un peu travailler sur la sexualité, qui n'est plus trop, qui n'est pas normalement dans les programmes maintenant, pour nous. Et puis le côté la petite fille, qui elle a aussi l'axe. Je vais pas bien à cause de mon environnement et du coup, ça se répercute en classe. Par quoi est-ce qu'on commence ? Il nous reste 6 minutes 42. Sur quoi est-ce que vous seriez parti en premier ? Ouais, voilà. Quel est l'axe prioritaire ? Qui a... Ah, elle est juste derrière vous. La chance. Nous, on a eu un petit peu ce cas-là il y a 1 an avec les CM1, CM2. Pareil, les garçons avaient regardé des vidéos et puis ça partait en gestes. Voilà. Et puis, donc, on a fait un recensement des questions que se posaient tous les CM1, CM2 à propos de la sexualité, de la puberté, etc. Et en fait, on a fait venir l'infirmière scolaire qui est venue sans la présence. Enfin, elle leur a demandé est-ce que vous voulez que votre PE soit là ou pas, en gros. Et donc, ils ont découvert les questions et puis ils ont discuté ensemble et ça a un petit peu déjà commencé à atténuer le problème. Et après, il y a aussi la question du consentement. Oui, ce qu'il faut savoir souvent quand même, c'est que si ces élèves-là font leurs recherches comme ça, c'est un manque d'information. Peut-être parce que dans les familles, il y a un tabou sur ce sujet-là. Et donc, du coup, en fait, ils vont chercher par eux-mêmes. Mais tout ce que les enfants vont chercher par eux-mêmes sur Internet, là, on rejoint l'EMI, on rejoint la sensibilisation à l'Internet. Coucou Florent. Et donc, du coup, il est nécessaire, en fait, de partir de là. Ils ont besoin de savoir, en fait. Et finalement, ils vont chercher, mais pas au bon endroit. Donc, ils vont découvrir pas les bonnes pratiques. Et c'est là, en fait, où l'amalgame va se faire et où on a des comportements qui vont être inadaptés. Donc, finalement, déjà, on part de ce besoin d'avoir... il ne faut pas oublier que les enfants, ils sont vierges, ils ont besoin d'apprendre.
Donc finalement, on nourrit ça déjà. Et c'est le premier pas à franchir, effectivement, pour ensuite travailler effectivement sur le climat de classe, puisque là, ça a découlé quand même sur une situation complexe avec la petite fille. On va passer rapidement à nos astuces, nos tips. Alors, c'est des astuces qui peuvent fonctionner ou pas, ça dépend, c'est toujours pareil. Quand on a quelque chose, ça va fonctionner une semaine, la semaine d'après, ça ne marche plus, il faut trouver autre chose. Mais là, pour cette année-là, moi, ça m'a un petit peu sauvé le projet Massé. C'est-à-dire qu'on a fait un projet sur 2 semaines où, en fait, ma classe a été complètement coupée en morceaux. J'ai eu la chance de travailler avec ma directrice, ma coordo Ulysse de l'école. Et on a découpé la classe. Donc, je n'étais plus seule maître à bord, j'étais accompagnée. Je n'étais plus face à toute la classe, j'étais avec de petits groupes. Donc, moi, ça me permettait aussi de travailler avec mes élèves en petits groupes et renouer le lien, avoir aussi une autre posture et un autre relationnel avec eux. Et le fait d'être dans un projet, de se déconnecter de tout ce qui est maths, français, voilà, on a travaillé des choses là, mais voilà, c'était projet Massé sur 2 semaines, toutes les après-midi, et je n'étais plus seule. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, c'est trouver un projet n'importe lequel. Vous pouvez même inclure le dispositif Ulysse, même si vous n'avez pas d'enfants en inclusion, c'est pas grave, ça peut être en détaché, en transversal sur un domaine. Et en fait, vous lâchez la classe et vous vous laissez... Honnêtement, je ne faisais plus classe, je me suis laissée porter par ma directrice et la coordo. Moi, j'étais parent accompagnateur, j'étais là, mais en tout cas, j'étais bien. J'étais bien, ça m'a fait du bien, ça a recréé un relationnel dans ma classe. Et à partir de ce moment-là, ça allait beaucoup mieux. J'ai pu souffler un peu. Donc vraiment, l'idée du projet Massé, il y en a plein des idées. Et se dire, c'est pas grave si pendant 2 semaines, on n'a pas posé des calculs, on n'a pas résolu des problèmes. Voilà, à un moment donné, il faut savoir dire stop, on essaye un truc. Voilà, un peu comme les classes découvertes, etc. Mais bon, voilà. Alors là, ça rejoint un petit peu le projet Massé, c'est la notion d'engagement. C'est-à-dire que pour mobiliser les élèves de façon ponctuelle, on va pouvoir partir sur un engagement assez court. Donc moi, j'ai beaucoup expérimenté ces dernières années les challenges de ma petite planète, qui fonctionnent très bien parce que ça va engager, donc c'est des défis sur la nature, sur l'écologie. Ils sont d'ailleurs au CAID présents. C'est gratuit, on inscrit la classe et on va avoir des défis à réaliser, mais c'est des défis collectifs, c'est des défis de classe, ça va créer une émulation. Si vous avez la chance d'avoir plusieurs classes de votre école qui y participent, il va y avoir ce challenge positif de compétition entre les classes. Il va y avoir une vraie envie de participer. Les élèves se motivent. Les parents, si vous avez la chance de travailler avec Classly, ou avec un autre ENT parce que vous avez moins de chance, eh bien dans ces cas-là, dans ces cas-là, vous pouvez demander aux parents de collaborer avec vous et de vous envoyer en fait les assiettes vides des élèves parce qu'il y a des challenges terminer son assiette, il y a des challenges prendre la douche en 3 minutes et donc vous avez des photos du chrono qui arrivent à l'école. Enfin, c'est génial. Les enfants sont à fond, les parents sont contents. Et moi, cette année, j'ai emmené les 4. J'étais dans une petite école de 4 classes. Les 4 classes, on est parti nettoyer le quartier. Et ben, tout le monde s'y est mis. Les CM aidaient les petits, les CP, et on ramassait les déchets. Enfin, ça a été génial. Et on n'a pas eu de. Alors qu'on a des CM qui rechignent un peu à tout faire, là, ils étaient ravis d'enfiler des gants en latex pour aller nettoyer et ramasser tout ce qui traînait, qui était très très sale. Là, on n'a pas eu du tout d'élèves qui n'étaient pas contents. Au contraire. Et les parents nous ont dit, ouais, c'est incroyable, voilà, la fédération que ça a pu mener. Alors là, c'est une autre petite astuce, c'est la boîte aux lettres coopérative. Laisser des petits messages à ses camarades. Ça peut être des messages de reproches, parce qu'on peut reprocher des choses à ses camarades, on a le droit, tant que c'est fait dans un cadre. C'est-à-dire que c'est à introduire plutôt en production d'écrit. On va se servir de la production d'écrit, du français, pour introduire la manière d'écrire à des camarades, parce qu'on ne peut pas tout écrire, on n'est pas là pour écrire des insultes. Là, c'était des rouleaux de sopalin qui étaient peints. Les élèves ont leur petite pince et en fait, ça leur fait une boîte aux lettres. Et en fait, on peut s'envoyer des messages d'encouragement, on peut s'envoyer des remarques, de la vigilance. Les élèves sont tout à fait à même, entre eux, de se féliciter, de s'encourager, de se reprocher des choses. Ils le font même très bien. Et ils le font même tout seuls envers eux-mêmes. Ils sont parfois plus durs avec eux-mêmes que nous-mêmes, en fait. Donc, leur laisser un petit peu la main sur ces choses-là. Donc, ça prend du temps à installer, hein, je ne vous cache pas. Ce n'est pas quelque chose qui va venir en une séance. C'est longue haleine. Mais après, la boîte aux lettres coopérative, ça fonctionne très, très bien. Et ils vont regarder ce qu'ils ont comme petit message et ils peuvent en tenir compte. Et quand ça ne vient pas de l'enseignant, que c'est décentré, ben on est dans une gestion de classe qui va être participative.
Alors moi, je prends un temps pour parler du vase des récompenses qui est en lien un petit peu avec la gestion de comportement. Dedans, je mets comportement et travail, puisque des enfants qui ont des difficultés de comportement ne peuvent pas y participer. Donc je fais en sorte qu'ils puissent rentrer par la voie travail. Donc l'idée, c'est de se détacher complètement de l'échelle du comportement qui est très, je trouve, en tout cas subjective. C'est-à-dire que quand vous êtes enseignant et que c'est le même élève souvent qui fait des bêtises, il va vite descendre dans le rouge. Alors que le petit élève qui est tout le temps mignon et un jour fait un truc, vous dites « Oh non, d'habitude, il ou elle est mignonne, je ne vais pas le descendre tout de suite, je lui laisse une chance. » Donc déjà, je ne trouve pas ça très juste. Et les enfants le voient quand vous êtes juste et pas juste. Et ça, pareil, ils vous le font payer. Surtout les grands qui sont toujours dans « Ah, t'as dit ça, lui, pas à moi », enfin bref. Pour moi, l'échelle du comportement, c'est en plus chronophage. Et ceux qui sont dans le vert sont tout le temps dans le vert. Ceux qui sont dans le rouge sont tout le temps dans le rouge. Mais on ne leur apprend pas à ceux qui sont dans le rouge comment tu fais pour monter dans le vert. Donc voilà, ça prend du temps. Et puis les enfants peuvent, à force, si vous n'êtes pas juste en plus, quand lui, il a parlé sans lever la main, tu l'as descendu, mais pas moi, enfin voilà, vous comprenez, ils peuvent vous en vouloir. Donc en fait, moi, j'ai mis en place un système qui est autonome, où les élèves établissent des critères. Ou par exemple, je ne sais pas, je prends un critère de travail, j'ai eu 100% de réussite à ma dictée, je vais remplir le petit vase de sable. Donc il se gère tout seul. Une fois que vous avez établi les critères, on part sur 2-3 au début et au fur et à mesure, ils ont des idées, ils vont le remplir tout seul. Enfin, ils vont rajouter des critères. Donc ils remplissent, chacun vient remplir tout seul avec son petit sable et au bout, quand le petit vase est rempli, ils ont une récompense collective, tous. Pas un, pas deux, tout le monde, qu'ils aient ou pas mis du sable. La récompense, elle est choisie par les élèves, ils votent, on en choisit une, ils sont contents, hop, et on transvase le petit dans le moyen. Et après, pareil pour le moyen, quand ils le remplissent, récompense, etc. Et donc là, l'idée, c'est que, ils font tout seuls. Déjà, je ne m'arrête pas pour aller remplir le vase, ils le font. Ils font un système de confiance quand même, mais honnêtement, je l'ai fait 3 ans et il n'y a personne qui a encore triché, je crois. Mais voilà, ils établissent des critères, comportement, travail, et c'est autonome et ils sont contents. Quand c'est sur le travail, ils vont vérifier avant s'ils ont une petite étoile pour aller remplir le vase. Donc en fait, en plus, ça leur donne, ça leur donne l'idée, en fait, l'envie d'aller vérifier sur les pages d'avant que j'ai corrigées. Est-ce qu'il y a la petite étoile? Donc ils vérifient aussi leur travail. C'est une façon un petit peu aussi de leur donner l'envie d'aller voir le travail fait avant et corrigé. Voilà, mais c'est une façon un petit peu d'essayer de se détacher de l'échelle du comportement qu'on a souvent tendance à utiliser. Là, c'est juste une autre façon. Moi, dans ma classe, j'utilise les jokers collectifs que j'avais pris au départ chez Charivari. Ça vient du roman Joker de Suzy Morgenstern, que je lis en début d'année pour introduire tout ça. Et en fait, l'idée, c'est qu'il y a un certain nombre de jokers pour chaque récompense à obtenir, et c'est collectif aussi. Donc chaque fois qu'un élève gagne quelque chose, il rapproche toute la classe de la victoire. Donc on va s'applaudir entre nous, on va être super content. Ouais, t'as gagné un petit déj, ça y est, on n'en a plus que 8 et on aura le petit déj. Et du coup, on a une vraie émulation. Donc voilà, ça s'affiche sur la porte d'une armoire. Et les élèves le voient, c'est très visuel. Et dès qu'on a gagné le joker, c'est la grande fête. Après là, c'était une autre idée, le cercle des compliments. C'est prendre 5 minutes en fin de semaine. On se met tous en cercle et on se fait des compliments les uns les autres. Alors, je sais qu'on se pose souvent la question, oui, mais comment on fait si un élève n'a pas eu de compliment? Après, c'est juste un système à mettre en place pour, voilà, quand Hugo a eu un compliment, il a une petite carte pour dire, là, Hugo, on ne peut plus lui donner de compliments, il a déjà reçu le sien, il faut trouver quelqu'un d'autre. Vous pouvez tenir aussi un cahier où vous mettez qui a déjà eu un compliment, on fait le point à la fin, celui qui n'en a pas reçu va en recevoir par les autres. Et puis, c'est toute une séance à faire en amont aussi pour qu'est-ce qu'un compliment, trouver autre chose que t'es beau, t'es gentil. Parce que ça, c'est souvent, il n'y a que ça. Ah, t'es belle, ah, t'es gentille, ah, t'es belle, ah, t'es gentille, t'as de belles chaussures, t'as de beaux cheveux. Enfin, voilà. Donc, on travaille aussi sur le vocabulaire, on apporte de nouveaux mots. Et c'est un moment où juste on se complimente les uns les autres, on fait une petite pause et ça fait du bien. Alors là, c'était pour identifier ses forces. J'avais travaillé sur les qualités. Donc là, c'est pareil. On faisait grandir le bocal des qualités pour être capable déjà d'identifier qu'on en a des qualités. On avait fait tout un travail en amont sur quelles étaient les qualités. Donc il y a l'écoute, je range bien mes affaires, donc le soin, la politesse, etc. Donc on identifie des qualités et les élèves vont pouvoir identifier les qualités des autres. Là, ce que j'ai adoré cette année-là où j'avais mis ça en place, ça n'a pas marché cette année, donc ça ne marche pas tous les ans. Mais en tout cas, c'était vraiment « Ah, maîtresse, là, lui, il a été poli. » Ah bah super, on va le récompenser. Et ça, c'était vraiment le cercle vertueux. Alors moi, je tiens quand même à vous dire qu'il y a des fois, on n'y arrive pas, il n'y a rien qui marche. Mais voilà, on n'est pas seul. Sachez que ça arrive à tout le monde.
faut juste pas baisser les bras. On n'a pas réponse à tout. Là, on vous a donné quelques pistes, quelques personnes à qui vous pouvez faire appel. Mais voilà, n'abandonnez pas. Des fois, c'est dur. Franchement, ça a été dur pour nous de terminer l'année. On a été bien contents le 4 juillet à 16h30. Mais on a réussi. Si vous n'y arrivez pas, prenez soin de vous. Arrêtez-vous quand vous n'y arrivez pas. Arrêtez de vous culpabiliser, de dire oh là là, si j'y vais pas, je vais abandonner, mes collègues vont être en galère, il faut répartir les élèves. Oui, mais si vous êtes en train de couler et que c'est difficile d'ouvrir le PC, de vous lever du lit le matin, pensez à vous et à votre santé. On a du mal avec la phrase nul n'est irremplaçable, mais vraiment nul n'est irremplaçable. Moi, je l'ai vécu pendant mon arrêt long, pour ceux qui savent ce qui m'est arrivé il y a quelques temps. J'ai disparu de la surface de la Terre, et la Terre a tourné, en fait. Et je me suis pris cette belle leçon, en fait, de me rendre compte que 3 mois et demi d'arrêt du jour au lendemain non prévu, en fait, les élèves, ils ont continué sans moi. Alors, c'était pas comme je voulais, c'est sûr, mais ça a tourné. Donc, on n'est pas du tout irremplaçable et on l'oublie. Parce que, voilà, l'institution nous pousse aussi à toujours venir, à jamais arrêter. Mais en fait, non. Donc, prenez vraiment soin de vous. Et il y a des cohortes. Il y a des cohortes. C'est comme ça. Elles font mal, elles passent. Elles sont dures. On les sent passer. Et on doit juste les laisser passer pour partir sur une autre année. Et c'est comme ça, ça fait aussi partie du métier. Et profitez bien de vos vacances. Merci à vous.